Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de deux histoires qui se rejoignent. Quand il dit qu'elles se rejoignent, c'est que quand on a écrit la première histoire, dedans ils ont parlé d'un deuxième cas en fait qui est très similaire au leur et par conséquent on s'est dit que vu que la première était un peu courte, on allait vous mettre la deuxième à la suite afin que vous ayez l'histoire dans sa globalité. Cette vidéo risque d'être un peu trash, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les scalpels et des coupages de parties de corps qui sont des parties intimes, on vous prévient, donc faites attention et sans plus tarder c'est parti pour ces deux histoires. Pour cette première histoire, nous allons vous parler de Brigitte Harris qui est née le 6 juin 1981 à Staten Island. Brigitte est née de deux parents immigrants libériens et elle vivra dans un quartier qui s'appelle le quartier de Park Hill avec sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Pourquoi jusqu'à l'âge de 2 ans? Tout simplement parce que sa mère a décidé de l'abandonner à ce moment-là et de retourner dans son pays d'origine et par conséquent, Brigitte va aller vivre avec son père, Eric Goodbridge. Elle va donc aller vivre avec son père qui a choisi de la recueillir et là-bas, elle va se rendre compte qu'elle a également une sœur du nom de Caroline. Par la suite, son père a décidé de suivre le même chemin et va retourner dans son pays d'origine. Par conséquent, Brigitte va être élevée par la famille du côté de son père. Par la suite, Brigitte racontera avoir été abusée par sa grand-mère et même abusée sexuellement par l'un de ses cousins. Pendant son adolescence, lors d'un voyage familial au Liberia afin de revoir le restant de sa famille, elle va enfin confronter son père, Eric, concernant des abus qu'elle aurait pu subir lorsqu'elle était jeune et sous la garde de Eric. Mais évidemment, comme dans la plupart des cas, Eric a nié toute allégation de la part de sa fille Brigitte en disant que celle-ci est même atteinte de troubles psychologiques et donc en gros on ne peut pas faire confiance en ses dires. Brigitte va donc avoir 17 ans, elle va prendre son propre appartement et commencer un travail où elle sera en gros agent de sécurité dans l'aéroport JFK international à New York. 9 ans plus tard, nous sommes maintenant en 2007, Brigitte a 26 ans et elle vit sa vie de jeune femme. Ça fait maintenant quelques années que Brigitte n'a eu aucune nouvelle de son père, elle n'en a pas demandé non plus. Cependant, là, lors de ses 26 ans, elle va se faire contacter par sa sœur Caroline qui va lui dire lors d'une conversation téléphonique que leur père cherche à les voir. Il faut savoir que durant ces années, sa sœur Caroline a eu ses propres enfants, c'est un détail qui a son importance. Brigitte accepte la rencontre et va se rendre au lieu de rendez-vous où elle va retrouver Caroline, Eric son père et une de ses nièces assise sur les genoux d'Eric, ce qui ne va pas du tout plaire à Brigitte. Cette scène va provoquer une dispute entre Caroline et Brigitte. Et la raison de la dispute est simple, c'est juste qu'apparemment, la raison de la dispute est assez simple car comme on l'a dit dans la vidéo, Brigitte a vécu des choses pas cool par rapport à son père et avec lui et elle a juste pas envie qu'une de ses nièces vive la même chose. Lors de ce rendez-vous, ce n'est pas tout étant donné que Eric va informer Brigitte qu'il a décidé de prendre les petites filles avec lui, donc les nièces de Brigitte et les filles de Caroline, pour les emmener et rentrer avec lui dans son pays. Personne n'est d'accord avec ça et par conséquent, il va les emmener contre leur gré. Le 28 juillet 2007, Brigitte va donc décider de confronter son père, Eric, dans un appartement où il était à Rockaway. Elle va s'y rendre et va tenter évidemment de convaincre celui-ci de ne surtout pas emmener ses nièces avec lui au Liberia, chose qu'il va refuser et donc le ton va commencer à monter entre les deux parties jusqu'au point où Brigitte va commettre l'irréparable. Brigitte va décider de menotter son père et de le bâillonner afin que celui-ci ne puisse pas crier. Elle va se munir d'un scalpel et attention à ce que vous allez entendre, puisque celle-ci va décider de couper le pénis de son père. Brigitte va ensuite s'enfuir avec le pénis de son père. Elle va décider de le jeter sous la promenade de Rockaway dans la rue où il habite. Et prise de remords, elle va tout de même contacter le 911 afin de prévenir de l'état dans lequel Eric se trouve,
pour qu'il puisse aller lui apporter les soins nécessaires. Elle affirmera se rendre au poste de police, sauf qu'on saura par la suite que tout ceci était un mensonge et qu'à la place, elle a préféré appeler sa sœur pour lui raconter ce qui s'est passé. Carline va conseiller à Brigitte de ne pas se rendre au commissariat, mais de se rendre chez elle afin de voir ce qu'on pourrait faire. Brigitte se rend donc au domicile de sa sœur, elle arrive sous le choc avec un scalpel à la main et les deux femmes vont avoir une idée. Elles vont décider d'inscrire Brigitte au Richmond University Medical Center afin qu'elle entre en psychiatrie pour éviter la prison. Une fois qu'elles ont conclu leur pacte, Carline a appelé l'ambulance pour qu'elle conduise Brigitte au Medical Center. Carline va ensuite embaucher l'avocat de la défense Arthur Aidala afin de pouvoir protéger sa sœur et c'est à cet avocat qu'elle va lui avouer plein d'abus qu'elle a subis, donc Carline et Brigitte, qu'elles auraient subis pendant leur enfance de la part de Eric, leur père. Carline va expliquer à son avocat, Arthur Aidala, que dans certaines cultures africaines, paraît-il, je ne l'affirme pas, surtout pas, n'allez pas dire quoi que ce soit, c'est ce qui est dit dans l'affaire. Carline va dire à son avocat que dans certaines cultures africaines, les pères se permettaient de prendre la virginité de leur fille. D'ailleurs, concernant ceci, puisque ça va évidemment ressortir pendant le procès, Brigitte le confirmera en disant ceci. Il a dit qu'il le faisait parce qu'il m'aimait et c'est ainsi que les pères montrent de l'amour à leur fille. Carline a avoué lors de ce procès qu'elle avait toujours eu beaucoup trop peur de Eric pour pouvoir dénoncer les abus qu'elles auraient pu subir pendant leur enfance. Et après, elle va ouvrir un site internet qui s'appelle savebridget.com afin de collecter des fonds pour payer les avocats de Brigitte. Le 16 août 2007, Brigitte va être libérée du centre psychiatrique. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être accusée pour tout ce qui s'est passé et elle va être accusée de meurtre au 2e degré et d'homicide involontaire au 1er degré. Parce que son père, Eric, n'a pas survécu aux blessures du coupage de pénis et par conséquent il est mort et elle doit être jugée pour ça. Elle va être détenue sur l'île Rikers en détention pendant 2 ans avant de subir son procès en 2009. Pendant sa détention, Brigitte va ouvrir une page MySpace où dedans elle va s'auto-proclamer comme Lady Vengeance. C'était un détail qui avait quand même son importance, surtout que sur ce blog, elle va aussi écrire plein de posts affirmant qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer son père, mais qu'elle voulait juste l'empêcher de faire subir à d'autres jeunes filles ce qu'elle a subi. Sur ces posts, on pouvait d'ailleurs lire « J'ai senti que je devais l'arrêter, lui enlever son arme, alias son pénis ». Lors de son procès, Brigitte, elle, va témoigner pour sa propre défense en expliquant d'ailleurs qu'elle s'était inspirée du cas de castration qui était arrivé en 1993 dans le couple John et Lorena Bobbitt, dont on va parler juste après. Les procureurs ont tout de même soutenu que dans les gestes de Brigitte, vis-à-vis de son père, il montrait quand même une certaine préméditation, mais elle va tout de même continuer de dire que non, elle voulait pas du tout tuer son père, c'était pas le but. Simplement, elle voulait qu'il n'ait plus la possibilité de pouvoir faire du mal à n'importe quelle petite fille et encore moins ses nièces qu'il voulait emmener au Liberia. Comme elle a dit sur MySpace, elle voulait juste lui enlever son arme. Malgré tout ça, le 30 septembre 2009, le jury va déclarer Brigitte coupable. Mais elle va être jugée coupable pour le crime le moins grave compte tenu de ce qu'elle a fait, qui est homicide involontaire au 2e degré. Et d'ailleurs, un jury a déclaré ceci par rapport à toute cette histoire. Aucun d'entre nous n'a estimé qu'elle méritait d'obtenir des accusations de meurtre ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons donc décidé d'homicide involontaire au 2e degré. Malgré toutes les lettres reçues de la part des jurys, la juge de la Cour suprême du Queens, qui s'appelle Arthur Cooperman, va décider que la peine de Brigitte irait de 5 à 15 ans maximum. Donc c'est pas trop cher payé aux US pour un crime du genre. Elle n'a vraiment pas été longtemps en prison puisque en 2012, 3 ans après sa condamnation, Brigitte va être libérée en liberté conditionnelle évidemment. À sa libération, Brigitte a toujours réitéré qu'elle n'avait vraiment pas l'envie de tuer son père. Elle continue quand même de se défendre là-dessus, elle a bien raison. Elle a recommencé sa vie, tout va bien, elle a même décidé de travailler dans des associations pour les aides aux victimes d'agressions sexuelles qui se passent dans la famille. C'est donc tout pour l'histoire de Brigitte Harris et maintenant on va passer à la 2e histoire qui est celle dont on vous a un petit peu parlé. Dans le couple dont nous allons parler, il est composé de John Wayne Bobbitt, qui est né le 23 mars 1967 à Buffalo, ainsi que Lorena Leonor Gallo, qui elle est une femme née en 1970 dans la région de Quito en Équateur.
Ces deux jeunes gens forment donc un couple américain qui a été malheureusement tristement célèbre après un drame qui s'est déroulé en 1993. Mais avant de venir au drame qui s'est déroulé en 1993, il faut savoir que le couple s'était marié le 18 juin 1989 et que au début, comme tous les jeunes couples mariés, tout allait pour le mieux, c'était tout rose, tout beau. Ils ont même déménagé en prenant une belle maison de famille en Virginie. La nuit du drame, nous sommes le 23 juin 1993 et Lorena Bobbitt va décider en plein milieu de la nuit de couper le pénis de son mari. Ils étaient au lit et Lorena avait près d'elle un couteau de cuisine qu'elle avait très certainement caché là pour préméditer son acte et elle va tout simplement le prendre et décider de couper le pénis de son mari. Sous le choc ou certainement très angoissée par son acte, elle décide de le prendre et de s'en aller avec en dehors de la maison afin de le jeter par-dessus la fenêtre de sa voiture. Comme dans la première histoire, Lorena va tout de suite être prise de remords et va décider d'appeler les secours. Parallèlement, un ami à eux qui dormait ce soir-là chez le couple a pu appeler les urgences pour que John ait des soins assez rapidement. Mais c'est grâce à l'appel de Lorena que la police a pu retrouver le morceau de pénis manquant qui va servir aux médecins à remettre John en place. À son arrestation, Lorena va évidemment expliquer aux forces de l'ordre pourquoi elle aurait commis cet acte et selon elle, ce serait parce qu'un soir, en étant un peu alcoolisé, John serait rentré dans leur maison et aurait violé Lorena. L'accent va donc être mis tout au long du procès sur toutes les violences, parce que ce n'est pas la seule, que Lorena aurait reçues lors de ce mariage totalement foireux. John était vraiment violent avec Lorena, autant physiquement que psychologiquement. Il l'aurait même en plus obligé d'avorter, sans compter le viol. Bref, on peut dire que ce mariage a vraiment volé en 1000 morceaux. Les premiers mots qu'elle dira d'ailleurs à l'officier de police sont assez cocasses, puisqu'elle dira tout simplement que lors de leur rapport sexuel, lui il a toujours un orgasme, mais elle n'en a jamais. Donc tout simplement, cet homme est un égoïste, et évidemment cette phrase va être reprise lors de son procès. Le procès de cette affaire va se dérouler un an plus tard, soit en 1994. Lors du procès, le couple séparément va révéler des indices et des détails sur toutes leurs relations qui vont pouvoir faire comprendre pourquoi ça a dégénéré et pourquoi on en est arrivé à moins un pénis. Comme il vous l'a dit, apparemment John abusait Lorena autant sexuellement que émotionnellement que physiquement, mais apparemment aussi il commettait énormément d'infidélité. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son couple, mais si c'était pas consenti des deux, c'est un problème. Les avocats de Lorena ont également appuyé sur sa santé mentale, étant donné que directement après son mariage, apparemment, elle commençait à tomber en dépression, suite à quoi elle aurait aussi développé un stress post-traumatique en raison de toute la violence qu'elle peut recevoir quotidiennement de la part de John. John, évidemment, comme dans la première histoire, il va nier toute allégation faite sur lui, sauf que lors de ses auditions et interrogatoires, il va tout le temps donner des versions différentes, on va y revenir juste après, mais c'est juste pour dire qu'il semble assez confus quant à leur relation. Évidemment, tout ce que Lorena balance au fur et à mesure sur John, ça ne fait qu'affaiblir l'accusation. Lors du procès, Lorena continue d'accabler le pauvre John qui n'a déjà plus grand chose. Elle va parler de son manque de stabilité financière. Elle dira qu'en plus, elle travaillait, la pauvre, et lui volait son argent. Donc en plus d'être un homme hyper violent avec elle, il lui volait tout l'argent qu'elle pouvait recevoir, que ce soit de sa famille, l'argent qu'elle avait de côté, l'argent pour lequel elle travaillait. Donc cet homme était vraiment un affreux personnage. Suite à toutes ces révélations, l'accusation et la défense n'ont pas eu d'autre choix que de se mettre d'accord en disant qu'effectivement, toutes les violences que John a pu avoir envers sa femme Lorena durant leur mariage, ont tout simplement pu causer la folie à Lorena qui fait qu'elle aurait décidé de s'en prendre à John. Des témoins experts des deux parties ont d'ailleurs témoigné, évidemment, en défaveur de John en disant ceci. Il l'avait battu mentalement et physiquement, la violence s'intensifiait et à partir de 1993, elle vivait dans une peur constante de lui. Donc la défense, pour avoir une certaine stratégie, vont appuyer sur l'autodéfense et, comme il a dit, la folie, mais une sorte de folie temporaire. Tout ceci mélangé, comme ils ont dit ça, va pouvoir créer une sorte d'impulsion qui va faire que oui, Lorena aurait pu commettre cet acte sous une certaine maladie mentale. Un expert va dire que Lorena, durant sa relation, a pu se sentir vraiment prise au piège et comme immobilisée, et que cet acte était peut-être une sorte de libération pour elle et pour son bien-être. Il faut savoir d'ailleurs que John avait dit ceci à Lorena.
Je te trouverai que nous soyons séparés ou divorcés, et où que je te trouve, j'aurai des relations sexuelles avec toi quand je le veux. Comme on l'a dit juste avant, John était assez confus lors des interrogatoires et il disait plein de versions différentes, on vous en a pris 4 résumés. Première version, ils n'ont pas eu de relations sexuelles le soir du viol. Deuxième réaction, le soir-là, Lorena aurait essayé d'initier des relations sexuelles mais lui avait été trop fatigué. Ils ont eu des relations sexuelles mais il a dormi juste après donc ça aurait énervé Lorena. Et dernière version, le sexe avait été consensuel et donc pour une des 4 versions, elle lui aurait coupé le pénis, selon lui. Après 7 heures de délibération, le jury a décidé de dire que Lorena était non coupable. Cela évidemment en raison d'une envie irrésistible de blesser sexuellement John due à tous les abus qu'elle a subis ces années précédentes de mariage avec ce monstre. Par conséquent, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas dire que Lorena était responsable de ses actes, ce qui est pas plus mal, et histoire de la faire réfléchir sur son acte et qu'elle ne recommence pas sur le prochain, elle a quand même eu 45 jours d'hôpital psychiatrique, mais voilà, après elle est libre comme l'air. John, quant à lui, va être acquitté de l'accusation que Lorena avait portée contre lui concernant les violences, notamment sexuelles. Et comme dit, il va échapper à tout ça, il va repartir totalement libre, donc ça s'est passé en 93. Et pourtant, le jury était composé de 9 femmes et de 3 hommes. Donc ce qui est assez étonnant, puisque je sais pas, en tant que femme, tu es censé défendre les autres femmes qui se font violer. Et elles ont toutes décidé qu'il serait libre. Donc j'avoue que c'est un petit peu incompréhensible comme réaction. Évidemment, John et Lorena, sans surprise, ont divorcé en 1995. John, par la suite, a eu d'autres accusations d'autres femmes concernant des violences domestiques. Et sinon, il a fini sa carrière en tant qu'acteur X. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. On espère que le concept de 2 petites histoires qui se rapprochent et qui sont liées vous plaît, parce que si c'est le cas, on pourrait vous en trouver d'autres. On l'avait fait aussi avec une vidéo sur les cannibales avec la tueuse au kebab, on vous la met dans le petit i. Mais au moins, ça permet de faire des histoires courtes dans des plus longues vidéos, étant donné que vous nous tapez sur les doigts pour la durée de nos vidéos. On espère cependant que toutes les dernières vidéos là, qui durent 15 à 25 minutes vous plaisent, parce que c'est pour vous qu'on le fait, donc on espère que vous êtes contents. Et si vous êtes encore là, à ce moment précis de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et vous abonner juste en dessous. C'était Murders Explained et à bientôt.